Aujourd'hui, 4e épisode de Song ID, une série de 5 épisodes autour de la pop. Le sujet du jour me passionne vraiment beaucoup et ça depuis des années. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de K-pop. Baby, play my song, every note, every lyric. You and I belong on a dance floor tonight. Feeling so electric, I could die all night. Song ID Play my song, I do. avec Bilal Hassani. Coucou! Alors, il faut savoir, chère auditrice et auditeur, que c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. J'ai une petite anecdote. Depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression que la K-pop me suit. Donc à partir de mes 9 ans, je pars souvent en vacances au Vietnam parce que mon papa y travaillait là-bas. Et c'est là que je pense la première fois que je vois de la K-pop, c'était à la télé, il y avait un clip, c'était Wonder Girls, Nobody. Je me dis c'est quoi ce truc? Il y a des meufs qui dansent, elles sont genre trop jolies. Et c'est à partir de 2010-2011 que ça commence à vraiment pointer le nez et dire genre hello Bilal, tu vas nous kiffer. J'allais à la Japan Expo tous les ans avant. Wow. C'était un truc que je faisais. Et j'y allais avec une copine qui s'appelle Marine Bitro à qui je fais des gros bisous. Et un jour, elle m'a perdu. Elle m'a perdu pendant genre 1h30. En mode, elle appelle ma mère, je crois que j'ai perdu ton fils, je sais pas où il est et tout. Et elle m'a retrouvé. Et en fait, j'étais devant un stand. C'était un stand qui était dédié à la boutique Musica, qui est une boutique qui vend de la K-pop. Et ils avaient une télé avec des clips de K-pop. Et j'étais restée genre fixée. Bloqué. Et je voyais des gens passer et danser les chorés. J'étais en mode, ils connaissent les chorégraphies, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc. Et ça, c'était genre en 2011. Et aujourd'hui, on est sur Move et j'anime une émission sur la K-pop. Je suis très content. On va parler de tout ça, cette culture qui est très chère pour moi et je vais le faire avec en fait mon copilote Théo qui est toujours avec nous. Hello! Comment ça va? Ça va trop bien, je suis trop content, ça va être mon épisode préféré, mais je crois que je dis ça à chaque épisode, donc ça marche pas. Tu l'as vraiment dit sur le dernier, genre hier. Et bien aujourd'hui, on a aussi le plaisir infini de recevoir dans le studio Rory. Comment tu vas, Rory? Super, et toi? Ben ça va très bien. Merci pour l'invitation, Mais trop contente d'être là. Merci beaucoup d'être venu. Rory, tu as eu plusieurs beaux concerts cette année. On a pu te voir à la Boule Noire, à Rock en Scène où tu as ouvert la grande scène avec Lana Del Rey qui chantait juste après, c'est quand même assez stylé. Ou encore au Mama Festival en octobre dernier. Ton single Loser continue de m'ambiancer et je crois que tu travailles sur un projet d'EP. Ouais, c'est ça. Bah écoute, comme d'hab, on termine des morceaux, on essaye de voir si ça fit un petit EP ou pas et voilà. Mood. On essaye. J'ai trop hâte. Et est-ce que tu sais pourquoi j'ai pensé à toi sur cette émission dédiée à la K-pop? Non. Parce que notre premier échange ever, oui, c'est vrai. C'est en DM Instagram où on s'est parlé de K-pop en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai découvert que t'en écoutais un petit peu. Ouais, c'est parce que j'avais vu, t'avais pris une photo selfie dans ton miroir, je pense. Et j'avais vu la carte de Woonbin, c'est ça? C'est exactement ça. La piscine Woonbin de Rise mentionnée dans son guide, pardon. Oui. Bien sûr. Et du coup, j'ai vu ça, je fais non, toi aussi. Et tu m'as dit oui. Et je t'ai dit mais moi aussi, oui. Pour comprendre l'immense engouement que suscite la K-pop auprès d'un public dont d'ailleurs je me réclame, il faut revenir quelques décennies en arrière. Nous sommes dans les années 1970-1980, 2 décennies après la guerre de Corée qui a vu l'armée américaine introduire en Corée des genres musicaux comme les éléments de rock, de jazz, de folk et de disco. Et c'est durant cette période que les premiers tâtonnements de la K-pop sont visibles, entre recherche et élaboration musicale. Il faut tout de même attendre 1992 et une diffusion du télécrochet sud-coréen Saturday Night Music Show pour assister à ce qui est considéré comme la véritable impulsion de la K-pop. Et on la doit au groupe Sotaeji and the Boys, un groupe dont les rythmes voisinent avec ceux du hip-hop et dont le chant se rapproche plutôt du rock. Il passe en dernier lors de ce show et la génération des jeunes de l'époque, en fait regarde cette émission, ils sont complètement bouleversés par cette musique et cette identité nouvelle et hybride. On écoute un extrait de leur musique jouée ce soir-là. On est en 1992 sur ce qui est alors l'émission la plus regardée du pays. C'est Sotaeji and the Boys et le morceau s'appelle I Know. Alors, Sotaeji and the Boys, vous connaissiez? Moi, je connaissais pas. J'avoue. Moi, je connais plus ou moins l'histoire, mais j'écoute pas trop. On connaît souvent Sotaeji and the Boys en mode, on parle de Sotaeji and the Boys, c'est le début de la K-pop, voilà, mais on connaît pas très bien. Exactement. Ouais. Je vais vous en parler un petit peu. C'est le début en fait d'un large et presque unanime engouement dans le pays pour ses sonorités et ceux qui les performent, mais aussi alors pour les textes en fait. C'est ça qui est très cool. À ses débuts, la K-pop se nourrit des grandes questions politiques et les aborde dans ses textes. Le groupe Sotaeji and the Boys adresse par exemple de nombreux messages à la jeunesse coréenne, notamment en soulignant les déboires du système éducatif coréen. Et c'est assez intéressant
intéressant parce que le gouvernement adepte de la censure va en même temps être agacé par en fait cette libération de la parole, mais 2 ans et 2 millions d'albums vendus plus tard, la Corée va être en mode ah mais en fait non on aime C'est pas trop. mal, C'est génial. c'est trop chouette. On adore, mais les jeunes achètent, mais on est super contents. En fait, ça a énormément contribué à l'essor de la K-pop. Et c'est le développement à la fin des années 90 des agences de divertissement comme SM Entertainment, JYP ou encore YG, appelé le Big Three. C'est là que la K-pop fait genre. Ce sont ces agences qui ont véritablement structuré l'industrie de la K-pop telle qu'elle existe aujourd'hui. Et dans ce sillage, je voulais parler aujourd'hui d'un homme. Vous connaissez peut-être son nom si vous êtes des plus fins observateurs, mais toi, Théo, vas-y, dis de qui je vais parler. Lee So-man. Oui, j'ai parlé de Lee So-man. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il est l'un des pionniers de l'industrie moderne de la K-pop. C'est lui qui fonde SM Entertainment, l'agence de divertissement dont je vous parlais. LSM, c'est un mec qui, dans les années 80, part aux États-Unis pour faire des études en computer engineering. Et ce n'est pas avec des tas d'infos sur le coding qu'il va rentrer en Corée, mais avec une envie profonde de reproduire la MTV Generation en version Asie. Après avoir découvert Michael Jackson et Madonna, il se dit « mais moi aussi, je peux faire ça. » Et c'est ainsi qu'il crée SM Entertainment. Ses initiales gravées en rose, il fabrique un empire. Le tout avec un objectif en tête très clair. Proposer un système de gestion de talent lié à la K-pop. Son modèle sera copié abondamment, ce qui a donné lieu à toute l'industrie musicale de la K-pop d'aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée de la réussite de Lee So-man, dites-vous qu'il est derrière les groupes EXO, H.O.T., SES, Girls' Generation. Il a fait Boa, Shiny, Rise. Que des groupes légendaires. Ça va. Le mec est un peu stylé. Et enfin voilà, oui, comme vous le savez, ces idoles aujourd'hui, c'est des stars immenses qui déchaînent les foules et remplissent des stades à chacune de leurs représentations. Enfin, c'est très très stylé. You still my number one 부름이 지나면 작아지는 슬픔이 날 대신해서 H.O.T, Boa qu'on écoute là avec Number One, SES, Chinois, ce sont les noms de quelques groupes de la première génération de la K-pop. Ils incarnent le premier essai à la Corée du Sud de créer sa pop culture. D'ailleurs, Boa qu'on entend vraiment encore en fond, qui est en train de nous quitter, c'est un peu elle qui a aidé SM Entertainment à devenir SM Entertainment. Hein. Ouais, c'est le pilier quoi. C'est vraiment le premier pilier et donc je fais un gros big up à Boa que j'aime très 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 fort parce qu'apparemment elle part bientôt à la retraite et j'ai pas du tout envie. Mais maintenant on écoute tout de suite. Elle a trop donné. Elle a donné de ouf. Hein. Ouais, on t'aime Boa. Les amis, on est toujours sur Move avec Sanghaiji. Nous parlions des débuts de la K-pop et de la première génération. On vient d'écouter Chinois, Perfect Man. Avant de passer à la suite, comment vous dire que je ne suis pas seule. Alors Théo, vous commencez à avoir l'habitude. Mais je suis aussi avec Rory, qui est notre très 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 cher invité du jour. Alors c'est parti pour une petite séquence interview dont nous avons le secret. C'est moi qui vais te poser les questions. Alors, donc aujourd'hui on parle de K-pop. Yes. Est-ce que c'est un style qui t'a influencé dans ton travail? Et est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été une source d'inspiration pour toi? Ouais, mais totalement. Dans le sens où quand tu regardes la K-pop, du début jusqu'à la fin, c'est taffé, mais comme des malades. Tu vois, tout est réfléchi. La musique, concept vidéo, concept photo. Donc moi, quand j'ai vu ça, quand j'étais enfant-ado, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Tellement que c'était énormément de travail. Et je me disais toutes les possibilités que tu pouvais faire avec la musique, en fait. Donc dans la musique que je fais maintenant, j'essaye d'appliquer un peu toutes ces choses que j'ai regardées et vues, quoi. Ton amour pour la K-pop, il a commencé quand? Je dirais un peu comme toi, Bilal, genre 2011... mais vraiment, 2013, quelque chose comme ça. Ouais. Ils ont aussi une force scénique en K-pop. Et toi, là, tu t'es beaucoup démarqué sur tes performances live cette saison. Est-ce que ça a aussi influencé ton travail? Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que la scène inspire aussi ta musique? C'est une question que je me pose. Ouais, et tu vois, du coup, je regardais beaucoup les clips et du coup, beaucoup les performances live. Et tu vois, quand je voyais les filles et les garçons avec leurs expressions sur le visage et tout, j'étais là, waouh, tu peux aller fort, quoi. Tu peux vraiment... faire des grands mouvements, faire des têtes qui expriment vraiment ce que tu racontes. J'étais là, ok, je peux aller aussi loin en fait. Parce que quand tu regardais les trucs ici, les gens, c'est pas timide, mais ils étaient un peu plus réservés. Tu vois, plus de pudeur, plus de pudeur. Alors que là, maintenant, tu vois, je suis sur scène et je dis, en fait, je peux vraiment avoir une attitude bad bitch. Let's go. Et donc, ça m'a aidé en fait, vraiment. Trop bien. Loser, il est sorti mi-mai. On est toujours fan, ça se blase toujours à la maison. Mais il porte un message très fort. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Ouais, avec plaisir. Le message. Alors, en gros, moi, ce qui m'a inspiré dans cette chanson, c'est que plus je faisais de choses et plus je me sentais pas convaincue de ce que je faisais. Et du coup, j'ai travaillé sur moi et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu durant ma période scolaire, ça m'avait totalement traumatisée, du coup. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ouais, en fait, tout ce qu'on m'a dit à cette époque-là, tu vois, les profs, moi c'était surtout les profs, j'ai pas eu de problème avec mes collègues, les élèves, j'ai vraiment pas eu de problème avec eux. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée à des adultes qui disaient que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien, tout ça parce que l'école c'était pas mon truc, tout simplement. Et du coup, j'ai essayé avec cette chanson de passer à autre chose, de me sentir avoir plus confiance en moi. Donc c'est pour ça que je parle de cette chanson en disant que je vais tous les faire taire tranquille, tout en douceur. C'est que je prends un peu la revanche là-dessus pour essayer d'être moi-même, quoi, tout simplement. C'est trop beau. C'était sublime à voir en live aussi. Merci. Parce que j'étais là à Rock en scène. Yay. Et tu as joué Jalousie, que tu as pas mal teasé. Yes. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson? Une petite info aussi peut-être. C'est mon prochain single. Oui. Déjà. Trop déjà. bien. Et peut-être même qu'il sera déjà sorti quand j'en parle là. Ah, trop bien. Ouais. Et Jalousie, tout simplement, parce que moi, je suis très honnête avec ce que je ressens, je dis les choses. Et en vrai, je me suis rendu compte que je regardais sur Insta, TikTok, tout ce que tu veux, les autres artistes. Et j'étais putain, mais je suis trop nulle en fait par rapport à eux. Je suis méga jalouse d'eux, ils sont meilleurs que moi. Et je pense qu'on a tous ça, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, c'est les artistes, il y en a, je sais pas, c'est la collègue de bureau et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, je vais en faire une chanson parce que j'ai besoin d'évacuer toute ma frustration d'être jalouse. J'assume en fait ma jalousie. Donc c'est ça le thème de cette chanson. C'est mais ça. en bienveillance. C'est hyper simple. Ouais, je dis les choses, je suis jalouse de vous, vous êtes meilleurs que J'assume. moi, j'assume. Donc voilà. Alors on le rappelle, tu es sur scène jusqu'au 13 décembre pour l'instant entre la Belgique et la France. Yes. Il faut surtout pas hésiter à aller la voir une seule seconde. Oui. Est-ce que tu as des idées? Donc tu nous as un peu parlé d'un EP, de ce qui va suivre. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, écoute, déjà Jalousie qui arrive, d'autres morceaux que je joue déjà en live, que je vais enregistrer tout bien faire. Et voilà, là c'est la musique, proposer toujours des visuels, des clips qui claquent, parce que pour moi c'est hyper important. Ouais. Et tu vois, comme je disais tantôt, c'est la K-pop qui t'a vraiment donné ça? Ouais, c'est ça. Tu vois, je me dis, je peux aller à fond dans des visuels et mettre toutes mes influences parce que j'aime beaucoup le cinéma aussi, les mangas, tu vois, j'essaie de mettre un peu tout là-dedans et d'en faire un truc à ma sauce, quoi. Ça se ressent, c'est trop beau. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci, Allô, merci à toi. c'est genre vraiment trop intéressant. Quand je vous écoute parler, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait du bien les interviews comme ça. Et merci beaucoup, Rory, pour ta générosité. Avec plaisir. Nous sommes sur Move, c'est l'épisode 4 de cette série Sangaïdi sur la pop. Je suis toujours avec Théo Sossard et Rory. On évoquait les caractéristiques de la K-pop à ses débuts. Les artistes groupes de K-pop sont donc formés par des agences. Cette méthode existe depuis très longtemps, hein. D'ailleurs, en Occident, on l'a vu avec The Monkees ou encore NSYNC et les Backstreet Boys, qu'on a beaucoup mentionné dans notre premier épisode. Vous pouvez écouter toujours en podcast. Mais en Corée, on pousse le curseur un peu plus loin et on ne saute aucune étape. Ouais, c'est là où il y a vraiment eu les groupes d'idoles, quoi. Ouais, les groupes d'idoles, voilà, elles naissent dans ces structures-là. Donc les structures coréennes, elles ont commencé à recruter des jeunes talents et à les polir pour en faire des futurs diamants de la K-pop, ce qui a donné naissance au modèle Training System. Et cela s'est fait dans des conditions très encadrées. Ça commence par quoi? C'est des académies qui cassent les talents en utilisant plusieurs billets comme des auditions dans le label ou du scouting dans la rue, où ils vont trouver dans la rue des gens, ils vont te dire mais t'es super frais toi, tu veux pas venir chez nous. Maintenant d'ailleurs il y a beaucoup plus d'auditions par Instagram. Voilà. Ouais. D'ailleurs tu parlais de Woonbin au début de l'émission. Il s'est fait caster sur Instagram. Casté par Instagram. Je savais pas. C'était en mode mais t'es trop beau, tu chantes. Il était en mode ouais, en plus je chante. Et je joue même de la guitare. Let's go. Alors une fois que la personne du coup est sélectionnée par le label, elle devient trainee. C'est une sorte d'élève. Les institutions ont pour but d'apprendre la rigueur aux plus jeunes en leur apprenant à chanter parfaitement, à danser, à jouer la comédie et même à entretenir une relation très spéciale avec leurs fans, avec des cours de réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est vraiment très millimétré. C'est une autre culture. Ouais. C'est ça. Mais en vrai, c'est
même pas fini parce qu'il y a aussi genre des cours de modeling par exemple. Non. Oui, pour apprendre à poser. Bah ouais, bien sûr, des cours de média training. Ça, je pense que tout le monde peut en avoir un peu besoin pour faire face aux journalistes parce que ça fait peur les journalistes quand même. Tellement. Et il y a des monthly evaluations, des évaluations qui sont mensuelles durant lesquelles les trainees doivent de nouveau faire leurs preuves en fait devant les producteurs et les DA du label sous peine de dégager. Et les trainees les plus aguerris sont ensuite répartis dans des groupes et les plus performants peuvent lancer leur carrière. Il faut savoir que les trainees s'entraînent normalement entre 3 et 4 ans, mais il peut arriver que ça s'éternise. Ce qui a été le cas pour Gio de Twice par exemple, qui est la leader de ce groupe, qui a été quand même trainee pendant 9 ans. Wow. C'est chaud. Voilà. Et on vient d'apprendre récemment qu'elle a été trainee pendant un an avant chez SM. Donc de ses 8 ans de training. C'est quand même pas mal. Hein. Donc elle a changé de label et la meuf, ça faisait 10 ans qu'elle s'entraînait avant d'être dans Twice, quoi. Ouais. Elle hurle pendant ses bridges. Genre, vas-y, montre-leur. Je suis libérée. Alors, Rory, qui est notre invité du jour, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait d'une formation comme ça? Est-ce que tu penses que c'est une formation qui est cool? Est-ce que tu serais chauffée genre à faire vu qu'on a, nous, la culture occidentale, on voit ça, on se dit... c'est beaucoup. C'est beaucoup. T'es un enfant, t'es confronté à l'échec en mode... genre tous les mois, genre... Du jour au lendemain, tu peux dégager. Donc moi, je sais pas si je l'aurais bien vécu. Hein. Non, déjà, vu mon mental en carton, mon avis, j'aurais pas fait long feu. Mais c'est comme je dis, c'est une culture différente. Donc c'est un peu dur de voir de ça, de se projeter là-dedans. Après, c'est trop compliqué. Mais ils ont choisi d'être là aussi, tu vois. Il y a de ça. Et puis c'est une formation académique, donc au final il y a plus d'enjeux, mais c'est un peu comme aller au conservatoire. C'est ce que j'allais dire. Un peu plus hardcore. C'est beaucoup plus hardcore. Ouais, mais genre, est-ce que du coup, vous, en tant qu'artiste, vous auriez voulu devenir artiste en naissant dans cette culture-là? Moi, je suis pas sûre. Ouais, moi je pense que plus oui. Moi je penserais plus vers oui que non. Parce que j'ai fait 5 ans de conservatoire après 4 ans de formation en comédie musicale et je trouvais que c'était bien, que c'était trop bien, mais j'étais en train toujours de me dire que ce serait mieux si c'était encore plus, je vais inventer un mot, professionnalisant en fait. Ah, ça, je suis j'étais d'accord. en mode, je suis en train de faire des choses et j'aimerais bien que tout de suite ça découle sur du travail et je trouve c'est pour ça que j'enviais pas mal le training system quand j'étais ado. Je trouve que tu as raison là-dessus parce que c'est vrai que nous, c'est tellement classique, les formations, que t'es là, tu vas pas taper du Chopin à Rock en scène. C'est ça. C'est vrai, t'as besoin. Au cours, ça, tu fais pas. Tu vois, t'as envie d'apprendre comment gérer une scène. Tu vois, ça, c'est un truc. Nous, moi, j'ai pas eu de cours pour me dire comment tu dois gérer une scène, quand tu fais de la musique pop, tu vois, qui envoie. Il y a tout ça, on n'a pas. Donc, faire une école, faire un training comme SM ou YG, tout ça, c'est vrai que là, tu vois vraiment direct les possibilités et où ça peut t'emmener. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, il y a une part très cool. Après, ça peut être aussi un peu restrictif, mais c'est quand même très sympa. Ouais. Et on continue en parlant maintenant de l'essor en fait de cette K-pop là. La K-pop là, elle décolle vraiment dans les années 2000. Les agences de divertissement dont je vous parlais, elles vont se moderniser et se perfectionniser. Et c'est l'agence SM Entertainment et notre Lee So-man qui se met en tête en fait de leader d'influence un petit peu de la K-pop. L'arrivée d'Internet et de YouTube notamment met un gros coup de boost sur la K-pop parce que les clips ils sont très très inventifs, ils sont vraiment vraiment très stylés et la globalisation de la K-pop est aussi accélérée par l'intégration en fait de membres de différentes nationalités dans les groupes. Voilà, SM, il avait par exemple EXO qui était un groupe qui avait commencé avec EXO-M et EXO-K. K pour Korean parce qu'ils chantaient en coréen et M pour Mandarin parce qu'ils chantaient en mandarin. Et donc ça crée un petit peu d'ouvrir sur tous les marchés en Asie, voilà. C'est vraiment fascinant. Alors moi, ça m'impressionne le trajet qu'il y a eu. Non, de ouf. Ça allait très vite en plus, vraiment. Ce que j'allais dire. La méthode, elle est vue comme très intense, mais devient le standard très vite pour la création des groupes. Et en fait, ces derniers, et c'est entre le début des années 2000 et 2010, c'est à peu près là qu'on voit naître la deuxième génération de la K-pop, qui sont portés par des groupes comme SNSD Constellation, TVXQ, Wonder Girls 2NE1, mais aussi SHINee, dont on parlera plus tard pour notre deep dive. La culture coréenne connaît un grand essor en Asie, notamment grâce à des groupes comme Kara, qui auront vraiment des carrières crossover Japon-Corée.
Il existe à cette époque-là. On est au début du nouveau millénaire et un vrai élan d'intérêt pour des chansons coréennes devenues virales pour Internet. En fait, il y a un vrai élan pour ça. Les gens, ils sont en mode genre, on veut savoir c'est quoi ce truc. Ouais. Ils vont sur YouTube. On est prêts. Ils acceptent les recommandations. Et dans ces recommandations, là, il y a une chanson qui devient la chanson la plus téléchargée de l'histoire de la K-pop. Et c'est G de Girls' Generation. Mais le vrai tournant a lieu en 2012 avec une chanson que vous connaissez toutes et tous. Je crois qu'il faut habiter sur Mars pour ne jamais avoir entendu cette musique. Si vous vous demandez comment prendre un virage international en musique, traverser les frontières et se révéler au monde, eh bien il n'y a pas de secret, il faut faire le buzz. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. C'est avec ce titre qui a explosé tous les chiffres que l'on connaît réellement, le bond de la Hallyu Wave. Et il est fondamental que je revienne sur cette expression. En gros, pour remettre des choses dans leur contexte, il faut revenir quelques années en arrière. On est en 1997. La Corée du Sud est frappée par une importante crise financière qui pousse le gouvernement à réagir. Pour redynamiser son économie, ce dernier met en place tout un ensemble de mesures politiques qui favorisent l'expansion de la culture coréenne. L'idée, c'est de s'imprégner du modèle coréen et de le diffuser, de le clamer. Et donc très vite, de nombreux secteurs de la culture sont affiliés à cette Hallyu Wave, sauf que personne ne s'imaginait que la K-pop, en fait, finirait par en tirer le plus de bénéfices. C'est de la folie cette histoire. c'est Moi, incroyable. ça m'impressionne trop le côté C'est- gouvernement, le soft power. et C'est tout hyper ça. smart. Hein. Ouais. Franchement. Nous, notre soft power, c'est genre le pain, le vin, Ouais. le foot, let's go, Attends. le fromage, Le mien, c'est les frites. Hein. les frites. Ouais, vraiment. Et c'est tout. Le vôtre, c'est les les frites. gaufres. Ouais, les gaufres, c'est tout. Hein. Super le soft power. Et là-bas, ils sont en mode genre des stars de K-pop. Ouais. C'est genre super stylé. C'est trop Pas Mais- que des films incroyables. Et ouais, aussi, mais l'art sûr, coréen l'art est fou. est fou, quoi. Globalement, toute la Hallyu Wave, elle est assez folle. Mais Ouais. ce qui est assez marrant, c'est que on a ce Gangnam Style qui fait que tous les yeux sont rivés sur la Corée à ce moment-là. En fait, cette chanson, elle est folle. Elle est très très folle. Ça, il parle en fait avec beaucoup de sarcasme des hommes du quartier de Gangnam, qui est un quartier huppé de la capitale. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a la première vidéo YouTube qui a atteint le milliard de vues, par exemple. Voilà, c'est un Rien truc que comme ça. ça, avec une chorégraphie que tout le monde connaît. Ouais. Et évidemment, il s'est en haut de tous les classements dans le monde. Il n'a pas eu le numéro 1 dans le Hot 100, mais presque. Il a été Ouais. numéro 2. Non. Ce qui est quand même un truc Sérieux de fou. Ouais. Et genre, il y a plein de chansons comme ça très surprenantes qui n'ont jamais été Ouais. numéro 1. Thriller de Michael Jackson n'a jamais Non. été numéro 1. Ouais. Putain, c'est fou ça. Bad Romance Bad de Lady Romance, Gaga, ouais. jamais Ah numéro ouais. 1. Ouais, ouais. On C'est pourrait trop faire bizarre. Ouais, c'est un trop épisode bizarre. sur ces chansons numéro C'est 2. bizarre. C'est un peu rigolo. Mais c'est parce qu'il y a toujours un truc un peu étrange qui Ouais, comme qui par fonctionne un hasard. peu plus, Ouais. voilà. Enfin bon. Mais maintenant aujourd'hui la vidéo de Gangnam Style, pour revenir dessus, elle dépasse les 5,2 milliards de vues. What? Ouais, c'est assez cool. Et alors là, c'est le début de la folie pour la Corée. Le nombre de groupes et d'agences à l'année est triplé. Toutes les niches font leur place et se créent des fanbases hyper soudées. On voit vraiment la naissance d'une stan culture internationale avec des fans hyper impliqués à l'idée de faire connaître leurs groupes favoris, à les mettre en lumière sur le devant de la scène, tout ça, quoi. Ouais, et puis on avance, plus il y a aussi des groupes divers et variés. Genre vraiment, il y a de tout. Ouais. On peut voir vraiment des 10 000 gens- couleurs. Ouais. Et donc tu peux vraiment piocher dedans et kiffer. C'est là Tu que peux- ouais. Tous les styles. Ouais, c'est ça, tu peux vraiment trouver ce que ouais. t'aimes aujourd'hui Ouais, dans la ouais, K-pop. Genre. Ouais. Mais je pense que cette K-pop là qui apparaît, c'est vraiment une K-pop plus plurielle et c'est la troisième du coup génération qui naît avec des groupes comme EXO qui est aussi du coup qui Oui, est, entre qui est les deux et deux, demi. hein. Il est Ouais. entre les deux. Il y a Red Velvet, Twice et comment ne pas mentionner Blackpink quand même. les reines. Ceux qui ne connaissent pas Blackpink, eh ben vous avez tort. Mais du coup, écoutez juste ça. Bombaya. Yeah, 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 Bombaya. Yeah, 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 Bombaya. Et enfin et surtout, je ne peux pas parler de la troisième génération sans oublier de mentionner du coup BTS, qui va devenir le groupe le plus important pour ce genre musical. Formé originellement dans un petit label, une petite maison qui s'appelait C'est Big incroyable. Hit. C'est de la folie. N'ayant pourtant pas connu d'énormes succès au début de leur carrière, en fait, c'est grâce à leur résilience et le lien très très serré entretenu avec leurs fans que le groupe va petit à petit se faire une place dans la grande sphère de la K-pop. BTS, en fait, c'est vraiment le premier groupe à porter la K-pop à l'international, et ça dans la durée, pas seulement pour une chanson. C'est le premier groupe à vraiment connaître un crossover avec les États-Unis. On parlait tout à l'heure de Gangnam Style qui n'a
pas été numéro 1 dans le Hot 100. C'est pour vous expliquer, le Hot 100, le Billboard des États-Unis, c'est un classement qui est très très complexe. Pour être dedans, c'est vraiment une dinguerie. BTS, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont 6 chansons qui ont été numéro 1 dans le Hot 100. C'est incroyable. Folie. C'est assez fou. On peut donc dire que la Hallyu Wave, la vague coréenne, a bien été surfée. Aujourd'hui, on voit apparaître la 5e génération déjà de la K-pop. Et ça ne fait qu'accroître. Il y a tellement de groupes incroyables qui débutent. On parlait au tout début de l'émission avec Rory de Rise. Il y a les Seraphim, New Jeans et Aespa. Ouais. On met un petit bout d'Aespa là juste pour le plaisir. Et Can't stop. je voulais rebondir sur ce que je disais avant lorsque je disais qu'on était en fait fan de cette génération. Ce que je trouve formidable dans cette industrie, c'est vraiment tous les espaces créés pour partager cette musique. À l'époque, je me souviens, on avait en France Hit Machine sur la 6 ou le Top 50 où on pouvait regarder les nouveaux clips et les artistes qui venaient même chanter sur le plateau. Et en fait, toutes ces émissions de variété, elles sont désertées de nos chaînes depuis des années. Donc nous, en France, on n'a pas du tout ça. Et bien en Corée, il y a au moins 4 émissions hebdomadaires destinées à ça qui invitent les groupes à performer leurs chansons. Les Inkigayo, Music Bank, M Countdown, c'est des émissions qui sont tellement populaires qu'elles s'exportent même sur des formats de tournée internationales. On a eu un Music Bank à Paris il y a genre 1 an. Vous y étiez? C'était trop Vous avez bien. des petites anecdotes sur le Music Bank? Moi, j'en ai une. Ouais, vas-y, raconte, Rory. Donc du coup, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pu aller voir Music Bank à Paris. Et j'ai pu avoir accès aux loges. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, C'est les les loges, loges, les places un peu c'est ça. trop cool. C'est ça. Il y a genre des Franchement, croissants et tout dedans. j'étais Là. trop de la chance, quoi. Moi Déjà, aussi, j'étais en mode, c'était trop c'était bien. trop stylé, trop contente d'être là. Du coup, c'est fini. Je veux rentrer chez moi. Je prends l'ascenseur et là, Taemin. Wow. Et ouais. Contexte pour tout le monde, Taemin, du coup, qui est le plus jeune membre du groupe SHINee, qui est le groupe dont on va parler dans un instant. Mais quoi? Et ouais, j'ai pris l'ascenseur avec Taemin. What the fuck? Et ouais. Oh 2 là minutes là. hyper intenses. Ah là là là. Non mais j'imagine même pas. J'étais pas à ce concert, moi. Je me rappelle que C'est de la folie. je rentrais de l'étranger ce jour-là. Et voilà, en tout cas pour vous dire, il y a des éracs comme ça qui sont respectés, qui sont faites au complet par les artistes parce qu'il y a des espaces de promo actifs qui existent pour la musique et ça c'est très très cool. Et ça rend l'expérience fan, je trouve, assez premium. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais totalement. C'est ça qui est trop cool, c'est qu'ils ont aussi vraiment réinventé le fait d'être fan de ton groupe. Ils te proposent énormément de choses, beaucoup de contenu. Et je trouve qu'on devrait prendre exemple, quoi. Tu vois, genre. C'est ça. Mais je sais pas si c'est possible. Ouais, mais même, déjà, il y a tellement de contenu, ça c'est trop bien. Genre pour pouvoir vraiment apprendre à Et connaître divers, les gens, etc. Et divers, parce que ça peut partir d'un truc très sérieux à. Ils font du Très camping. drôle, On se bourre la mais moi gueule ensemble. j'adore ces trucs-là, C'est tu vois. parfait. J'adore. Mais un truc hyper important dans la promo pour moi, c'est les lives. Aussi. En France, il n'y a plus de performance live. Donc tu te retrouves sur scène à chanter et si tu vas pas au concert, tu peux pas voir l'artiste en train de chanter c'est vrai, live. t'as trop raison. Et moi, parfois, quand je veux me faire kiffer pour la France, je suis là en mode on va se faire Mylène. Du coup, on va regarder une era de Mylène Farmer parce que tu te regardais Mylène et elle était là en mode genre j'ai fait 8 fois la chanson en live télé et c'est toujours les mêmes axes cam et j'ai juste une autre tenue. Et genre, on peut faire un stage mix de Mylène Farmer. Ouais, de ouf. Mais c'est tout, mais que elle ça. quoi. On a un petit peu dévié, mais on va écouter tout de suite un petit extrait d'un classique de K-pop, les amis. On écoute un petit bout de Ditto de New Jeans. I got nothing to lose. 널 좋아한다고. On parle aujourd'hui d'un groupe de K-pop qui naît le 25 mai 2008 sur l'émission Inkigayo avec la chanson Replay. Ce groupe tout droit sorti de SM Entertainment a pour objectif de défier les codes de la K-pop et d'y incorporer la mode, la technologie et la danse dans un mixeur R&B électronique. Ils ont changé ma vie et peut-être qu'ils changeront aujourd'hui la vôtre. Et c'est parti pour l'anatomie d'un groupe dans Sangaiji avec SHINee. Onyu, Minho, Ki, Taemin et Jonghyun. SHINee est pour moi l'épitome de tout ce qu'il y a de bon dans la K-pop. Ils dansent et chantent extrêmement bien. Les rendez-vous musicaux sont toujours à la hauteur. Ils poussent le curseur de l'excellence toujours plus loin et à chacun de leurs comebacks. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que c'est un groupe qui est en activité depuis 15 ans. Ah ouais, et qui, déjà. T'imagines. Et oui, et qui ont fait genre les nombres de ventes les plus élevés de leur carrière avec leur dernier album qui est sorti l'année dernière. Ah, je savais pas. Donc ils continuent d'accroître tout le temps. Et moi, je les ai découverts en 2012, à la veille en fait de la sortie de Sherlock avec le clip de Lucifer. C'est une chanson d'ailleurs qui est écrite par Bébé Rexha. Je sais pas si tu le savais. Et ouais.
Putain, trop marrant. C'est Bébé Rexha qui a pondu ce petit bébé quand elle avait Incroyable. 18 ans. Ouais. C'est un petit fun fact. Et dès les premières notes, j'étais ensorcelé. Ils ont des voix juste folles, avec des tubes qui transcendent toutes les règles classiques de structure. Ouais. Avec Lucifer, ils vont offrir un nouveau format qu'on appelle la dance practice, où en fait ils vont se filmer dans leur salle de danse en train de répéter leur Non, choré. c'est eux qui C'est ont inventé ça. Bah, bien Putain, sûr. Incroyable. Ils ont fait la première Incroyable. dance practice à partir de... Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, si vous regardez la dance practice de Lucifer, c'est pas la même chanson. C'était une version d'avant de la chanson où la choré est d'ailleurs pas pareille. Ah, ok. Donc, c'était vraiment une vraie dance. C'est genre, on Ouais. vous montre ce truc qu'on a fait il y a 2 mois avant le Ouais, clip, genre. Voilà, vite fait. Et maintenant, en fait, les dance practice, c'est devenu un staple dans la K-pop. Tout le monde poste sa dance practice. Donc, quand il y a un Ouais. single de K-pop Ouais. qui sort, et ben, t'as le droit. C'est bien filmé et tout. Ah oui. Ouais, maintenant c'est devenu Ouais, vraiment maintenant quelque c'est là, chose. ok. Des vraies productions. Ouais, genre. vraiment. C'est ça qui est génial aussi, leur marketing format comme ça. Il Ouais. y a un truc Ouais. qui fonctionne, ils sont On en le mode genre fait. let's go, on le Let's fait, go, voilà, on ça le devient fait, un ouais. truc. Il Ouais. n'y a pas d'ego comme ça. Non, tu non, vois, c'est vrai, genre, c'est vrai. Il y a quelqu'un fait un truc qui Ça fonctionne. se partage l'idée, Oui, puis c'est on y ça, va, on le fait c'est tous ça, ensemble. C'est ça. Mais donc maintenant, on parle un petit peu de concret quand même. Shiny, c'est quand même une série de tournées à guichet fermé à chaque fois qui est juste très impressionnante. Shiny World, dans le 7e cet été, cumulé 2 dates au Tokyo Dome, complètement Wow. remplies, soit 100 000 places vendues. D'ailleurs, je vous invite, tous les sceptiques de ce genre musical, je pense que vous l'êtes plus. Là, vous écoutez Sangaidi avec nous depuis un petit moment. Je pense que ceux qui sont pas très K-pop, vous êtes déjà en train de devenir fans. Ouais. Mais si vous hésitez encore un petit peu, vous allez sur YouTube maintenant et vous tapez Shiny World 4 et vous regardez les 20 premières minutes. Il est impossible après ça que vous deveniez pas fan. Genre vraiment, les 20 premières minutes du concert, vous vous les mettez. Frisson. C'est frisson, du Ouais. début jusqu'à la fin. La contribution de chaque des membres du groupe est assez impressionnante. On a Kiboom. Qui est une vraie fashion icon que toi Théo, tu as le droit d'interviewer à Junji à la C'était de Fashion la Week. folie. Ah, c'est vrai. Ouais. Le rencontrer, Wow. c'était fou. Parce que c'est vraiment, genre, pour moi, une des personnes sur laquelle je me vois le plus dans Ouais. le monde de la K-pop. Mhm. Genre, je suis en mode genre, waouh. Ouais. Et donc, l'avoir vu en vrai, Punaise, c'était parfait. La chance. Et il a vraiment un lien, il entretient un lien vraiment très très serré avec la mode du Ouais. coup, parce que c'est lui qui a dessiné les tenues de leur tournée en 2015. Il a beaucoup designé pour Shiny. On a Jonghyun qui a écrit énormément des titres pour le groupe, dont la majorité des morceaux de leur album Odd, que je vous invite vraiment à écouter, qui est pour moi le meilleur album de K-pop. On écoute un extrait de View. C'est évidemment un banger et bien sûr on a genre Onyu qui a fait le record de la note tenue la plus longue de l'histoire de la K-pop. Combien de temps? Il a fait 40 secondes et juste pour pas vous mentir, d'ailleurs on va vous mettre l'extrait tout de suite, écoutez ça. C'est pas un moustique. C'est quand même assez fou. Et puis je veux quand même faire un gros bisou aussi à Minho, qui est notre rappeur du groupe et qui a une carrière solo de comédien qui est hyper Ouais. prolifique et qui a d'ailleurs aussi une grosse appétence pour le sport. Il fait beaucoup de sport. ma vie. Il est trop fort en Oui, sport et il est très, très fort en pluridisciplinaire. sport. Il était avec il était avec nous en fait à Paris pendant tous les Tous les JO. JO, il les a fait en allait voir entier. tout, il allait tout C'est voir. vrai Ah oui, il allait Ah, tous les ça, matins. c'est Ouais. trop kiffant. Il allait voir tous les sports, il était trop content et moi je trouve ça trop Ça, c'est trop chou. cool. Et alors on est en train de parler de Shiny, on est obligé de parler de la réincarnation de Michael Jackson en fait qui a trouvé Ouais. sa place dans le corps Oh de Lee oui. Taemin qui Ah, était yeah. du coup dans un ascenseur avec Rory il y a Et un an ouais. et qui a su reshape la manière de faire de la pop et de performer et de l'incarner avec des titres qui sont tous fous. Vraiment fous et on aime beaucoup Taemin ici, donc on joue quand même un extrait de Danger. Incroyable. Quelle chanson! Ce groupe a connu tellement d'aventures folles et ce pendant 15 ans et ils sont encore là. Ça prouve quand même que c'est une industrie qui certes est assez formatée, Ouais. mais qu'il y a quand même des liens d'âme qui se créent parfois dans Ouais, il y a certains des vraies groupes. carrières, Ouais. quoi. Ouais, et des longues carrières Ouais. voilà, qui perdurent. Et on a beaucoup, je trouve, des groupes d'ailleurs de la deuxième génération qu'on voit survivre. Surtout qu'aujourd'hui, dans le modèle, ils peuvent quitter leur contrat individuel dans les labels, faire leur vie Ouais. et revenir un peu occasionnellement comme ça pour des, juste Ouais, pour ouais, des comebacks en ils groupe. décident de quand même rester en groupe, Ouais. comme Blackpink en fait. Ouais, Ouais, voilà. Blackpink, Elles ont elles fait vont, ça, elles vont revenir là. On a Ouais. Girls' Generation qu'on a vu revenir l'année dernière alors que ça faisait exactement. longtemps. G-Friend qui revient en janvier Ouais. apparemment. Ça, on vous cite des groupes un peu comme ça, mais voilà, tu peux quitter un petit peu au bout d'un certain temps ton truc, faire ton truc solo, revenir tranquillement. Et on voit avec Shiny que ça fonctionne comme ça depuis 15 ans.
ans. Donc on a quand même aussi évidemment vécu un événement tragique avec ce groupe qui est le décès du chanteur Kim Jong-hyun, qui est le vocaliste principal du groupe, qui est un auteur, compositeur, interprète incroyable, un activiste, poète, et a toujours été mon membre favori dans ce groupe. Il a utilisé sa voix pour raise awareness sur la cause queer en Corée du Sud, chose qui n'existait vraiment juste pas du tout. Et encore aujourd'hui... C'est encore hyper touchy. Ouais. Il a écrit des morceaux sublimes pour son groupe, pour d'autres artistes, mais aussi pour sa discographie solo, qui m'ont aidé, m'accompagnent toujours et encore aujourd'hui. Je me rappelle qu'ado, je regardais mon poster de SHINee, de Everybody, et je me disais, oh my god, je les aime trop. Et un jour, je vais rencontrer Jonghyun, on va faire plein de trucs ensemble, on va faire de la musique et tout. Alors c'est sûr que ce rêve, il se réalisera jamais complètement, mais je suis heureux de pouvoir parler de lui aujourd'hui dans le studio de Move et de partager sa musique avec vous. Il avait une émission radio, lui aussi, qui s'appelait Blue Night, que j'écoutais systématiquement. Alors je comprenais pas grand chose de ce qu'il disait, mais je me souviens d'une citation qui m'avait marqué beaucoup sur l'ancrage. Il disait la chose la plus magnifique au monde, c'est en ce moment même, et c'est toi, et n'oublie jamais ça. Et avec ces mots, je réussis à m'ancrer souvent quand j'ai les pensées qui partent un petit peu dans tous les sens. Il disait aussi quelque chose de très très beau. Même si on ne peut pas communiquer avec la même langue, on peut le faire avec la musique. Et je vous laisse avec ces beaux mots ce soir, avec la chanson End of a Day de Jonghyun. 손을 뻗어줘 내 목을 감싸줘 좀 더 어려 Les amis, c'est vraiment le cœur noué que je vous annonce qu'on est déjà à la fin de cet épisode. Ça me tenait vraiment à cœur de parler de K-pop aujourd'hui, donc je suis très content de l'avoir fait. Étant un grand fan, Théo, toi aussi tu es un grand fan. J'ai envie de pleurer que ce soit déjà fini, c'était génial. C'est passé trop vite. C'est passé archi vite, je suis vraiment super content. Mais, donc Théo, moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Et je veux te remercier très chaleureusement, Rory, parce que vraiment t'as été à don pendant tout le mois. Merci pour l'invite, c'était trop cool, j'ai trop kiffé parler avec vous. Et Loser, que j'écoute vraiment en boucle, genre premier degré depuis Docteur, je suis genre fan de toi. Genre vraiment, je veux le repréciser, mais je suis très fan de toi. Merci. Et j'ai trop hâte que tu continues de sortir du son et que tu. Enfin, j'ai hâte de l'album. J'ai hâte d'un album de toi. Ouais, je pense que ce sera trop stylé quand tu auras vraiment genre un full disque. En tout cas, je te souhaite énormément de succès et plein de belles choses. Merci également à Marius Series qui m'a aidé à concevoir cette émission et à toute l'équipe technique. Je fais des gros bisous à tout le monde chez Move et à demain pour le dernier épisode de cette série que nous consacrerons à l'avenir de la pop. D'ici là, je vous fais de gros bisous. C'était Bilal Hassani sur Song ID on Move. Bisous guys. Bisous.